Le numérique, c'est un pharmacone, au sens où Socrate a employé ce mot. Socrate parle d'un pharmacone qui n'est pas le numérique, mais qui est l'écriture alphabétique. Ça peut paraître très surprenant que Socrate dise de l'écriture que c'est un poison. Ça peut paraître très surprenant parce qu'on étudie Socrate grâce à l'écriture. Et qu'on demande à tous ceux qui lisent Socrate d'apprendre à lire et écrire. Donc, comment se fait-il qu'on empoisonne les cerveaux des jeunes gens à qui on demande de lire Socrate? Eh bien, en fait, c'est parce que Socrate dit que l'écriture est un poison et un remède. Quand Socrate parle de l'écriture, la société va mal. Et elle va mal, d'après Socrate, parce que l'écriture lui fait mal. Et pourquoi est-ce que l'écriture fait mal à la cité? C'est parce que des marchands, d'après Socrate, ce qu'il appelle les sophistes, se sont emparés de l'écriture pour manipuler les esprits des gens. Parce que l'écriture est devenue quelque chose d'accessible à tous. C'est un peu comme le web qui a donné Internet accessible à tout le monde, si vous voulez. L'écriture alphabétique a donné l'accès à l'écriture à tout le monde. Et dans la cité grecque, tous les citoyens savent lire et écrire. La première chose que crée la cité grecque, ce sont des écoles. Et ce qui fait que la cité est une cité, c'est que son droit est positif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est écrit, qu'il est connu de tous. Positif, en grec, ça veut dire thétique. Ça vient de la thésis, la position. Il est publié. Le droit est public. Il constitue ce qu'on appelle une chose publique. En latin, une res publica. Ce qui s'appelle la République. Ce qui constitue la cité grecque, c'est la publication de la loi. Et pas simplement de la loi juridique, c'est-à-dire les rapports entre les individus, mais la loi géométrique, par exemple. Thalès. Et puis finalement, la loi historique. Hérodote, etc., etc. Je veux dire par là que la société grecque, sur la base de l'écriture, constitue ce qu'on appelle des savoirs positifs. Et non seulement positifs, mais rationnels, y compris avec le principe de ce qu'on appelle le raisonnement apodictique, qui veut dire le raisonnement démonstratif. À un moment donné, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui était la condition de constitution de la cité devient ce qui détruit la cité. Parce que ce qui était mutualisé, ce qui appartenait absolument à tout le monde, les sophistes s'en emparent. Et ils en font un moyen de manipuler l'esprit des gens. Si je dis cela, c'est parce que je considère que, dans une espèce de très grand raccourci, lorsque Tim Berners-Lee, Robert Cailliot et tous ceux qui ont créé le web l'ont mis dans le domaine public, ils ont dit il ne faut pas privatiser le web. Le web doit appartenir à tout le monde, c'est un espace public. Il ne faut pas le marchandiser. Et malheureusement, les hommes politiques européens et les acteurs économiques européens n'ont pas compris ce propos. Le web a explosé. Très très vite, il a fallu créer des serveurs, etc. Et tout de suite, les gens ont dit, mais comment est-ce qu'on finance ça? Réponse. Google a donné des réponses. Amazon a donné des réponses. Réponse, on va financiariser, monétariser tout cela et on va le privatiser. Aujourd'hui, le numérique est devenu empoisonnant. Pourquoi est-ce qu'il est devenu empoisonnant? C'est parce que, loin de faire ce pourquoi il était fait au départ, à savoir faire augmenter l'intelligence collective, en garantissant l'ouverture du débat public à tout le monde et en créant avec le web des possibilités formidables, par exemple de participation, de contribution, d'échange, de vulgarisation intelligente, et c'est pour ça qu'il était fait, et de controverse scientifique, de transparence de la circulation des informations et de la production des savoirs, eh bien il a été progressivement préempté. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'on appelle des plateformes. Le numérique aujourd'hui, bien sûr que le web existe toujours, mais de plus en plus, les gens vont sur le numérique à travers Amazon, par exemple, à travers Facebook, à travers des réseaux sociaux qui sont de plus en plus privatifs. Et il y a là, malheureusement, une évolution qui ressemble beaucoup à celle qui s'est passée avec l'époque des sophistes et qui est extrêmement toxique. Elle est très toxique et en plus, elle est en train de préparer une autre très grande transformation qui est l'automatisation généralisée de la société. Alors, je voudrais décliner 2 points sur ce sujet. Premièrement, je fais partie du Conseil national du numérique. J'ai, avec mes amis du Conseil national du numérique, ou mes collègues, participé à l'écriture d'un rapport qui vient d'être rendu public, là, il y a 2 jours ou 3 jours, qui s'appelle
Jules Ferry 3.0. C'est un rapport que nous avons produit dans le cadre de ce qu'on appelle une autosaisine, puisque le Conseil national du numérique a le droit de se saisir lui-même pour dire il y a un sujet très important qu'on ne traite pas, et nous avons pris la décision de nous exprimer collectivement sur ce sujet. Ce sujet, c'est le numérique à l'école. Personnellement, ça fait, je l'ai dit tout à l'heure, à travers l'exposition Mémoire du futur, ça fait presque 30 ans que je travaille sur le numérique et l'impact du numérique sur le savoir. Et je fais partie des gens qui considèrent absolument indispensable de faire pénétrer le numérique à l'école. Il n'y a pas que moi qui pense ça. Microsoft aussi pense ça. Google aussi pense ça. Toutes sortes de gens pensent cela. Je suis pour l'introduction du numérique à l'école, mais intelligemment. Je ne suis pas pour qu'on vienne fourguer des tablettes comme ça sur le marché scolaire, en donnant ça à des profs qui ne savent même pas ce qu'il faut en faire, en les déstabilisant totalement devant des mômes qui vont se moquer d'eux, en disant « Pas, vous voyez, le prof n'est pas capable d'utiliser le truc », et pour finalement ruiner l'éducation nationale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Conseil national du numérique, nous pensons absolument indispensable d'introduire le numérique à l'école, mais d'une manière raisonnée. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que le numérique doit rentrer à l'école, bien sûr, mais pas forcément en maternelle, peut-être même pas en CE2. Parce que moi, par exemple, je pense que pour utiliser un ordinateur, il faut d'abord avoir appris à lire, et savoir bien lire. Je ne pense pas qu'il faille utiliser l'ordinateur pour apprendre à lire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi au Conseil national du numérique là-dessus, d'ailleurs, bon, c'est un débat. Mais en tout cas, ce débat, pour l'instruire, nous avons préconisé que, dès l'année prochaine, l'État français finance 500 thèses tous les ans sur le numérique et les savoirs, et que ces thésards fassent un travail avec des écoles, avec des lycées, avec des collèges, avec des universités, avec les étudiants, pour faire de la recherche-action et de la recherche contributive, pour faire élever le niveau de compréhension de l'impact du numérique sur les enfants, sur les savoirs, etc. Et aussi pour réfléchir au fait que, par exemple, l'histoire contemporaine est totalement transformée par le numérique. Les mathématiques sont transformées par le numérique. Aujourd'hui, on fait faire des démonstrations automatiques par les ordinateurs. C'est un changement total des axiomes, des pratiques des mathématiques. Il faut évidemment que les profs soient formés à ça. Maintenant, le numérique est là. On ne peut pas attendre qu'on forme une génération. Ça fait 10 ans de former une génération de profs. Donc, il faut le faire entrer tout de suite, mais avec un accompagnement scientifique. Et donc, on a une démarche de ce type-là. Aujourd'hui, c'est le savoir dans sa totalité qui est transformé par le numérique. Il faut donc absolument que la France et l'Europe se donnent une puissance intellectuelle collective majeure. Imaginez que l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, la Suède en fassent autant, 500 thésards chacun. Disons que l'Europe produirait chaque année 5000 thésards. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, on a 25 000 thésards européens qui ont travaillé là-dessus. Et comme il y a des directeurs de recherche, on a 50 000 chercheurs. Alors on peut commencer à discuter avec la Chine et les États-Unis. J'ai dit la Chine parce que le plus gros calculateur aujourd'hui est à Pékin, il n'est pas aux États-Unis. La Chine et les États-Unis ont une politique du numérique. L'Europe n'en a pas. Et ça m'amène au deuxième problème. Peut-être avez-vous entendu dire que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il y a quelques mois, a annoncé qu'il allait recruter 10 000 robots. Il a acheté, il y a 3 ans, 2 ans et demi, une entreprise de fabrication de robots. Et il a répondu à ce journaliste anglais qui avait, je ne sais plus pour quel grand canard, très bon journal anglais, qui s'était fait recruter chez Amazon comme magasinier, et qui avait fait un article absolument, qui a fait le tour de la planète, en disant « Mais Amazon, c'est pire que le 19e siècle, on est traité vraiment comme de la merde. On a des conditions de travail infernales, on travaille à 50 degrés, c'est pas climatisé, et on a un rythme, et on devient dingue. » Bezos, très tranquille, très serein. Pas de problème, aucun problème. 10 000 robots, j'ai pas besoin de ces gens-là. Ça ne servent à rien. J'ai conçu mon truc depuis le début pour ça, ce qui est vrai. Si vous regardez l'architecture des entrepôts d'Amazon, ils sont faits pour que des robots puissent absolument tout traiter. Et donc, depuis cette année, il implante 10 000 robots dans ses entrepôts. Si vous avez lu le supplément Éco-Futur de Libération d'hier ou avant-hier, d'hier, il y avait tout un truc sur la robotisation de la médecine, dans lequel Laurent Alexandre, le patron de DNA Vision, qui est un chirurgien, dit « Dans 20 ans, il n'y aura plus besoin de chirurgien. Les gens auront plus confiance dans les robots que dans les
que dans les chirurgiens, parce que le robot est plus fiable que le chirurgien. Le journal Le Soir de Bruxelles, c'est un journal belge, le grand journal de Bruxelles, c'est l'équivalent du Monde un peu, a titré le 19 juillet dernier, « Dans 10 ans, nous pourrions perdre 50% de nos emplois ». Et sur quoi est-ce qu'il s'appuyait? Sur une étude d'Oxford, qui a été faite aux États-Unis, qui a montré que 47% des emplois pourraient disparaître dans 10 ans, en Amérique du Nord, par la robotisation. Cette étude a été reprise par l'Institut Bruegel, en Belgique, et l'a appliquée aux critères, à l'économie belge, et ils ont dit c'est 50% en Belgique. Et grosso modo, ça sera pareil dans tous les pays européens. Bill Gates, le 13 mars dernier, à Washington, dans un truc qui s'appelle l'Institut de l'entreprise américaine, qui est un think tank, a dit à ses collègues patrons, parce que c'est un truc qui réunit que des grands patrons, dans 20 ans, il n'y a plus d'emplois. Il y aura des emplois, mais ça sera des exceptions. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont en profession libérale ou qui sont artistes, c'est des exceptions. Il y aura des robots. Tout sera remplacé par des robots. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il conclut, Bill Gates, en disant, vous savez, si vous voulez qu'il y ait encore un peu d'employés, il faut baisser les charges sur les salaires, il faut diminuer les salaires. Donc, il emploie ça comme un argument, évidemment, pour encore diminuer quoi? Le pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que le pouvoir d'achat, il est produit par les salaires. Et si le pouvoir d'achat descend, la consommation descend. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir le pouvoir d'achat? Il faut créer des subprimes et des credit default swap, c'est-à-dire des systèmes où on va faire de la cavalerie numérique automatisée pour dissimuler l'insolvabilité. Et à un moment donné, ça craque. Depuis 2008, nous sommes très très mal, nous les Européens, parce que ça fait 6 ans maintenant que ça dure, que ça a craqué, et on ne s'en remet pas. Et c'est plus grave que 1929, ce qui s'est passé en 2008.